Officiellement, ils n'ont pas de chef. Les Gilets jaunes se revendiquent un mouvement citoyen, spontané. Mais dans leur rang, quelques visages émergent. Dans l'Ouest, Jacqueline Moureau, hypnothérapeute de 51 ans, s'est imposée comme une figure du mouvement grâce à ce coup de gueule adressé à Emmanuel Macron via les réseaux sociaux. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites du pognon des Français? 6 millions de vues plus tard, la voici aujourd'hui à la tête des blocages. Ils me disent tous, tu parles pour nous parce que tu nous comprends. C'est normal, je vis la même chose qu'eux. Sauf que la différence, c'est que j'arrive à l'exprimer. Voilà, c'est tout. Dans le sud-est, un autre chef de file, Christophe Chalençon. Lui est forgeron et n'a pas hésité à abandonner un chantier pour s'investir dans son nouveau combat. Messieurs, dames, bonjour. Motiver les troupes, répondre aux médias, servir d'intermédiaire avec les forces de l'ordre. Que l'accès soit maintenu aux soignants, aux soignés, à l'hôpital, c'est important. Mais ça nous on avait rencontré le directeur de l'hôpital pour ça. Il se définit comme un chien de berger plus qu'un meneur et rêve d'un mouvement structuré. En Bretagne, il y a des porte-paroles qui se sont levés. Il y a d'autres endroits, d'autres porte-paroles vont se lever. Et à un moment donné, qu'on se réunisse et qu'on porte le même fer. Ce n'est pas l'avis de ces gilets jaunes en Rhône-Alpes. Eux refusent que le mouvement devienne l'apanage d'un seul homme ou d'une seule femme. On est tous leaders, il n'y en a pas un, on est tous ensemble, on est tous unis. Il n'y a pas de leader, c'est le peuple français. Sans responsable national, le mouvement peut-il survivre? Réponse dans les semaines à venir. La question que l'on se pose concerne bien sûr la suite de ce mouvement. Va-t-il s'étendre, reprendre demain ou le week-end prochain? Y a-t-il une possible convergence des luttes? C'est une question qui doit intéresser forcément notre invité, le Premier ministre Édouard Philippe. Voici quelques éléments de réponse avec Lilia Melconian et Victoire Maltroit. Ils se disent déterminés à poursuivre leur mobilisation jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction. Mais le mouvement continuera-t-il demain? Certains quitteront les barrages pour retourner travailler. Demain, je vais au travail, oui, puisque je n'ai pas prévenu mon patron. D'autres se sont organisés au moins pour quelques jours. Mon mari et moi, on bosse. Pour le moment, on bloque jusqu'à mardi. Mais s'il faut continuer, on continuera. Eh bien, demain, je vais essayer de travailler un petit peu et si j'ai un moment, je reviendrai ici pour manifester encore avec les autres, avec les collègues. À quel type d'action faut-il s'attendre? Les Gilets jaunes s'organisent sur les réseaux sociaux, mais sans leaders nationaux, les initiatives locales ne sont pas coordonnées. Certains encouragent à bloquer des radars, d'autres à manifester devant leur mairie. Une page Facebook appelle à se mobiliser à nouveau samedi prochain. De nombreux Gilets jaunes espèrent être rejoints par des branches professionnelles. Alors, y aura-t-il convergence des mouvements? Les syndicats de transporteurs disent ne pas avoir appelé à bloquer les routes ce lundi. Mais localement, certains routiers indépendants comptent se mobiliser, comme ici en Normandie. Plus d'une dizaine de routiers qui m'ont confirmé plusieurs points de blocage à différents endroits. Les infirmiers avaient prévu de manifester mardi pour défendre leurs conditions de travail. Ils refusent de répondre à l'appel des Gilets jaunes. La mobilisation continuera donc malgré tout, mais difficile une fois de plus de savoir combien ils seront à manifester. Alors, quelle réponse à cette mobilisation? Inflexion, proposition, nouvelle concertation ou poursuite des réformes engagées? Avec nous ce soir, le Premier ministre. Bonsoir, Édouard Philippe. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous étiez où, vous, hier après-midi? À Paris, à mon bureau. Vous avez suivi quoi sur les télévisions, l'évolution des choses? Oui, je me suis tenu informé à la fois avec le ministre de l'Intérieur, qui lui suivait depuis la place Beauvau l'évolution des manifestations, et puis j'ai regardé la télévision, comme beaucoup de Français, pour me tenir informé. Cette mobilisation, 300 000 personnes, vous dites quoi? Ça provoque quoi chez vous? De la stupeur, de l'inquiétude, ou vous vous dites, bon, finalement, à chaque fois qu'on réforme en France, ça mobilise les gens dans la rue, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe? En regardant ce qui se passait hier, j'ai été frappé par plusieurs choses. D'abord, et vous l'avez dit dans le reportage qui a précédé, le caractère inédit de ces manifestations. Inédit parce que, d'abord, je pense que beaucoup des gens qui ont manifesté, beaucoup des gilets jaunes, manifestaient pour la première fois. Parce qu'aucun leader ne s'impose, vous l'avez dit également. Parce que on a entendu, au cours de ces manifestations, de la colère, mais on a aussi entendu de la souffrance, l'absence de perspective. L'idée que les pouvoirs publics... Vous en sentez responsable? Attendez, je termine. L'idée que les pouvoirs publics, depuis longtemps, ne répondaient pas aux inquiétudes
et au sentiment de déclassement et peut-être même d'abandon, les mots sont forts, mais je crois que c'est vrai, que ressentait une partie de la population qui manifestait hier. Donc, je l'ai entendu. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué aussi que la façon dont se sont déroulées ces manifestations est assez variée. Il y a des endroits, vous les avez montrés, où ça s'est passé de façon plutôt bon enfant. Il y en a d'autres où ça a été très violent. Avec un mort, 400 blessés, 282 interpellations. D'ailleurs, vous sentez-vous responsable de ces violences, comme certains membres de l'opposition l'affirment? Écoutez, je suis toujours assez distant avec les partis politiques lorsqu'ils essaient de récupérer des mouvements populaires et spontanés. Donc pas responsable. Je trouve que ceux, heureusement ils ne sont pas nombreux, mais ceux qui ont voulu utiliser le décès dramatique de cette manifestante en Savoie ont eu véritablement un comportement indécent. Voilà, je le dis comme je le pense. Cette manifestation, en l'occurrence celle où se trouvait cette malheureuse, n'était pas déclarée. Nous avions indiqué, non pas du tout pour les contrôler, mais pour faire en sorte qu'elles puissent être sécurisées, qu'il fallait déclarer ces opérations. Et encore une fois, la sécurité a été une constante de notre attitude. Et je voudrais dire un mot. En France, la liberté d'expression, elle est garantie. La liberté de manifestation, elle est garantie. Ce sont des droits. Il faut se battre pour les garder. Je n'ai aucun problème là-dessus. Mais la France, c'est la liberté d'expression, la liberté de manifestation, mais ce n'est pas l'anarchie. Et on a vu hier, pardon, monsieur Delahousse, on a vu hier des scènes, pas partout, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais on a vu hier, on a vu aujourd'hui des scènes qui relevaient de l'anarchie, qui relevaient de la pression, qui relevaient de la violence. De Français qui finalement, les uns contre les autres, entre guillemets, exprimaient une forme de colère et de désespérance aussi. Si les Français, les uns contre les autres, se mettent à se taper dessus, c'est qu'il y a un problème profond, fondamental, vous l'avez exprimé. Vous allez y répondre? Mais nous essayons d'y répondre. C'est le rôle des responsables politiques que d'y répondre. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron s'est présenté à l'élection présidentielle. C'est la raison pour laquelle il a fixé un cap qui, d'ailleurs, recoupe assez largement un certain nombre de choses qui ont été exprimées. Il y a la nécessité de baisser les prélèvements obligatoires, les impôts, les taxes. Le ras-le-bol fiscal qui a été exprimé, c'est vrai. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait qu'un ras-le-bol fiscal qui a été exprimé. Donc mais vous comprenez, il y a un ras-le-bol fiscal. Il y a un ras-le-bol fiscal. Évidemment que je le comprends. L'assumez. Mais non seulement je le comprends, mais un des engagements qui a été pris et qui sera tenu, monsieur Delahousse, par ce gouvernement, c'est de faire en sorte qu'à la fin du quinquennat, et dès cette année, le niveau d'impôts et de taxes, on dit parfois les prélèvements obligatoires, diminue. Vous comprenez que votre temps politique, le vôtre aujourd'hui, de dire aux Français, bon, on va travailler pour vous, pour dans 30 ans, la transition écologique, ce sera pour vos enfants. Ils ont besoin de choses concrètes, on les entend. On va les écouter juste. Écoutons les Gilets jaunes et après vous réagissez. Merci. C'est la hausse de la taxe sur les carburants qui les a précipités sur les routes. Un détonateur pour Guy Meunier, 51 ans, agent de fabrication. Je fais une quarantaine de kilomètres par jour, j'ai vraiment un impact sérieux sur mon salaire. Il y a tout qu'on monte, les taxes, il y a tout, quoi. Il n'y a pas que l'essence, c'est un ras-le-bol global des choses, quoi. Et les mesures avancées par le gouvernement pour compenser semblent loin de satisfaire Patrick Rillon, 66 ans, retraité. Ce que M. Macron n'a pas compris, c'est que nous avons un certain salaire et il n'est pas extensible. Alors on n'a pas les moyens de changer de voiture comme il le désire, on n'a pas les moyens de changer de chaudière comme il le désire. J'ai eu un peu la retraite de bonne heure, pour une certaine raison, et je pensais pouvoir en profiter, et je vois qu'aujourd'hui je ne peux pas en profiter comme je veux. Un pouvoir d'achat en baisse, c'est ce que ressentent les Gilets jaunes, comme Marie-Christine Godineau, 66 ans, retraitée. Elle touche 800 € par mois. Je ne me chauffe pas pour le moment alors que j'ai froid. C'est pas normal. J'ai travaillé pendant 42 ans pour en arriver là. Non, c'est pas normal. J'ai jamais manqué le travail, rien du tout. Et j'ai une petite retraite de misère. Pareil pour Agnès Dumaine, 33 ans, employée dans la restauration au SMIC. Je paye des impôts sur un SMIC. Moi, je trouve pas ça normal. On est en couple et à deux, on s'en sort pas, on part pas en vacances. Tous les fins de mois, on galère à faire nos courses. On nous avait promis par rapport à la taxe d'habitation, ça allait baisser. On a gagné 20 €. Waouh, pour moi, c'est minime. C'est honteux pour moi. Tous ont ou ont eu une vie active, employés, petits salariés, l'impression d'être les oubliés des réformes. Alors, vous venez de nous le dire, finalement, vous les entendez, vous les comprenez, même le ras-le-bol fiscal, vous les comprenez. Est-ce que vous êtes en capacité ce soir de nous annoncer quelque chose, une baisse, une aide, quelque chose de concret pour eux? Ce que je veux dire, c'est que le cap que nous avons fixé... Juste, le cap, je l'ai compris, on l'a compris dans des émissions politiques. Le cap, il est bon
et nous allons le tenir. Et ce n'est pas quand ça souffle qu'il faut changer de cap. Donc, croyez-moi, le cap fixé par le président, le cap fixé par le président, nous allons le tenir. Il le faut. L'objectif fixé au gouvernement par le président de la République, c'est de baisser les prélèvements obligatoires, les impôts, les taxes. C'est de revaloriser. Non, mais ça a commencé cette année, monsieur Delahousse. C'est de revaloriser le travail. Vous entendez bien qu'ils ne le ressentent pas, les Français, en tout cas les plus modestes d'entre eux. C'est un fait. Et on peut sans doute à la fois beaucoup mieux expliquer et beaucoup mieux accompagner. Ce n'est pas simplement une question d'explication. Je prends au sérieux les gens qui s'expriment. Cette dame qui vient de s'exprimer, qui gagne un SMIC, elle n'a pas peut-être ressenti quelque chose qui est vrai, qu'on a mis en place cette année. C'est la disparition des cotisations sociales sur la maladie et sur le chômage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour cette dame, au SMIC, cette année, avec l'effet total des mesures, c'est plus de 265 €. C'est un fait. Alors, ensuite, qu'on soit parti de très loin. Mais c'est vrai, monsieur Delahousse, ça fait, juste un mot, ça fait 40 ans que les impôts et les taxes augmentent. Et pendant le moment où on augmentait les impôts et les taxes, on a fait exploser la dette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, ce gouvernement, ce président de la République, il nous revient de réparer le pays. C'est ce qu'on veut faire. Sauf que vous avez peut-être sous-estimé une chose, c'est que les prélèvements obligatoires baisseront. La voiture était peut-être un objet plus sacré que vous ne le pensiez pour les Français, parce que pour leur famille, pour se déplacer, pour les professionnels. Je sais parfaitement quelle est la place de la voiture. Que ce soir, vous nous confirmez que la taxe carbone sera bel et bien maintenue? Oui ou non? Oui. La trajectoire carbone. Aucun aménagement, aucun moratoire? Oui. La trajectoire carbone que nous avons fixée, nous allons la tenir. Nous n'allons pas la tenir pour le plaisir d'ennuyer les Français. Pour utiliser un mot poli, mais ce n'est pas celui-là. Mais une pondération dans cette trajectoire? Nous voulons simplement faire en sorte, plusieurs choses. D'abord, de faire en sorte que la fiscalité, elle pèse plus sur le carbone, sur la pollution, que sur le travail. C'est indispensable si on veut garantir la prospérité française. Et deuxièmement, on veut faire en sorte d'accompagner les Français. J'ai annoncé un plan qui prend 500 millions d'euros pour accompagner les Français. Et je pense que ce que je retiens de la journée d'aujourd'hui, et de la journée d'hier, c'est la nécessité, dans tous les domaines, que ce soit la trajectoire carbone, la fiscalité, ou peut-être plus fondamentalement encore, ce que nous allons annoncer s'agissant de l'énergie à la fin du mois de novembre, ce que nous allons annoncer s'agissant du transport à la fin du mois de novembre également, accompagner mieux les Français, faire en sorte qu'ils sentent que cette transition écologique que nous devons réussir, aujourd'hui, pas pour l'intérêt du gouvernement, les sacrifiés de la transition écologique, c'est ce qu'ils ressentent, en tout cas pour l'intérêt du gouvernement, pour l'intérêt de la France. Parce que nous devons réussir cette transition écologique. Elle ne peut être réussie, et c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'ils ont dit. Elle ne peut être réussie que si nous accompagnons effectivement, pratiquement, les Français. C'est ce que nous allons faire, car le message a été entendu. Nous allons permettre aux Français, y compris ceux qui ne vivent pas dans les grandes métropoles, tout ne va pas bien dans les grandes métropoles. Mais je ne parle pas de cela. Je parle de ceux qui se sont retrouvés dans une situation, ce n'est pas eux qui l'ont choisi. Ils se sont retrouvés dans une situation où, installés à 40, 50, 60 km des villes, ils ont besoin de leur véhicule individuel et ils se chauffent au fioul. Et bien nous, ce que nous voulons, c'est les libérer de cette dépendance au pétrole et faire en sorte qu'ils puissent, dans leur vie quotidienne, profiter d'une vie prospère et débarrasser de cette contrainte que peut être le pétrole. Prospère, vous avez entendu cette colère. Bien sûr. C'est compliqué pour eux, peut-être encore ce soir, d'entendre ce mot, parce qu'elle n'est pas prospère. Mais je le sais leur bien. vie pour une partie d'entre eux. Je le sais bien, j'ai été élu d'une ville, certes, d'une grande ville, certes, enfin la ville du Havre. Ce n'est pas exactement la ville dont, dans l'ensemble de la population française, on imagine spontanément qu'elle serait une ville riche. Bon, voilà. Donc je vois très bien cette colère qui s'exprime, je la comprends parfaitement. Cet après-midi, vous avez rencontré le président de la République? Je l'ai eu au téléphone, car il était en Allemagne. Vous êtes donc tous les deux, finalement, sur la même ligne, totalement. Vous n'avez pas tenté d'infléchir sa position en lui disant il faut peut-être envoyer un message, faire un effort? Ce genre de discussion, vous ne les avez pas avec lui? Le président de la République et vous, il y a une feuille de papier millettré. Et moi, et l'ensemble du gouvernement, il s'est engagé devant les Français. Alors, évidemment, on peut dire que ça n'a aucune importance. Moi, je crois que c'est très important. L'engagement qu'il a pris en 2017, à un moment où les Français, parce qu'ils étaient déjà en colère, ont écarté tous les responsables politiques qui avaient, tous ceux qui avaient œuvré avant 2017. L'engagement qu'il a pris est essentiel. Ce cap, revaloriser le travail, baisser les prélèvements obligatoires, réparer le pays, faire en sorte qu'on trouve des solutions efficaces au numérique dans les régions, à la campagne, faire en sorte qu'on puisse favoriser l'accès de chacun, y compris à la campagne, y compris dans les petites villes, à la santé. Ça, ce sont des engagements précis. On va les tenir. Quand Laurent Berger, leader de la CFDT, appelle à une réunion des syndicats, des associations pour construire un pacte social de la conversion écologique,
Vous lui répondez quoi ce soir? Oui, on se met autour de la table? Je lui dis ce que je lui dis régulièrement et ce que je dis à tous ceux qui ont une responsabilité ou un engagement. Toutes les bonnes idées sont à prendre, toutes les bonnes volontés sont utiles. Ou non. Donc j'entends ce qu'il a proposé. Je ne crois pas que ce que demandent les Gilets jaunes, c'est une grande conférence avec des responsables politiques et des responsables syndicaux. Mais vous ne les avez pas un peu occulté, les corps intermédiaires, depuis le début de votre mandat? Nous travaillons avec les organisations syndicales. Je l'ai fait systématiquement. Je suis sûr que vous avez dans vos archives un nombre considérable d'images où on voit qu'ils viennent à Matignon et nous travaillons ensemble. Je les écoute, je les respecte, je les écoute, je les respecte. Et ce que veulent les Français, ce sont des résultats. Et donc, ce à quoi moi je suis tenu, c'est de faire en sorte que la politique qui a été fixée par le président de la République, elle rencontre des résultats. C'est ce que je fais avec le gouvernement, avec la majorité. Si demain, après-demain, le week-end prochain, le mouvement reprend, il n'y aura pas de mesures concrètes, de baisse de ces taxes qu'ils réclament. C'est une question qu'eux se posent. Mais je comprends très bien qu'ils se la posent. Et j'ai vu dans le passé un nombre considérable de responsables politiques venir changer des plans qu'ils avaient formulés par un nouveau plan. On avait prévu souvenez-vous des bonnets rouges. Aujourd'hui, si on a un problème de financement des infrastructures, c'est probablement parce qu'à l'époque des bonnets rouges, le gouvernement, parce qu'il a été impressionné, a changé de plan. Moi, j'entends ce que disent les Français, mais je vois le cap, je n'en change pas, et j'essaie de trouver les bonnes solutions pour intégrer ce que les Français ont dit. Et je crois qu'ils veulent plus d'accompagnement dans leur vie quotidienne, dans leur vie réelle, et c'est ce que nous allons faire. À une autre époque, une autre personne que vous connaissez bien, Alain Juppé, était resté un peu droit dans ses bottes face à la réforme, justement. Est-ce que vous pensez qu'appliquer la même méthode aujourd'hui est entendable pour eux? Mais je ne sais pas si c'est la même méthode. Je vous l'ai dit, je le dis avec beaucoup de sincérité, j'entends ce que disent les Français. C'est très clair. Le mouvement des Gilets jaunes, il s'est exprimé de façon très claire. Donc j'entends ça. Mais je dis aussi qu'un gouvernement qui changerait de pied en permanence, qui zigzaguerait au gré des difficultés, il ferait ce qu'ont fait beaucoup trop de gouvernements par le passé, et il ne conduirait pas la France là où elle doit être conduite. Et c'est tenable jusqu'à la fin du quinquennat, cette position-là? C'est à la fin du quinquennat qu'on verra si effectivement les engagements que nous avons pris, ils ont été tenus, et s'ils ont produit les résultats. Et, monsieur Delahousse, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup de conviction et beaucoup de détermination, ils vont produire des résultats. Merci Édouard Philippe d'être venu sur le plateau de France 2 ce soir. Justement, autre tension, autre colère ressentie à quelques jours du congrès des maires de France. Selon une enquête, 1 maire sur 2 ne souhaite pas se représenter lors des municipales de 2022. C'est vous qui vous rendrez là-bas, c'est pas le président de la République. J'y serai jeudi prochain. C'est vous qui recevrez donc les sifflets à la place du président de la République? Mais j'aurai une discussion avec les maires de France que je connais, que j'aime beaucoup, et je suis certain que ça se passera très bien, parce que les maires sont des élus, et ils sont déterminés, mais ils sont aussi respectueux de leurs concitoyens. Alors, illustration de ces doléances de ces administrés en Gironde, à Biganos, commune de 10 000 habitants. Reportage